Hola todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'affaire qui divise la Nouvelle-Zélande et c'est, je crois, l'affaire criminelle la plus connue là-bas. Il va y avoir beaucoup d'informations, forcément, compte tenu de la longueur de la vidéo et je me suis basée sur, on va dire, peut-être 300 ou 400 articles de presse de l'époque. Je voulais vraiment que vous puissiez vous forger une opinion avec le plus d'éléments possible. Donc concentrez-vous au max les gars, on va pas blaguer aujourd'hui. L'histoire d'aujourd'hui se déroule en 2000 à Palmerston North, une petite ville située dans le nord de la Nouvelle-Zélande. Pour cette affaire, nous allons voir ensemble énormément d'informations, donc je vous propose de commencer par une petite présentation des personnes qui nous intéressent pour cette histoire. Tout d'abord, Mark Lundy. Mark Edward Lundy est né en juin 1956 à Wellington, en Nouvelle-Zélande, au sein d'une famille modeste. Ses parents sont Ronald et June. On n'a pas énormément d'informations sur l'enfance et l'adolescence de Mark, mais on sait qu'il a plusieurs frères et sœurs avec lesquels il s'entend bien. Il a grandi dans un environnement familial stable, il n'a pas fait d'études supérieures, et après le lycée, il s'oriente vers une carrière dans l'agriculture. C'est un secteur économique qui est particulièrement populaire en Nouvelle-Zélande, surtout dans les régions rurales, et dans la mesure où ses parents ont également travaillé dans l'agriculture d'après certaines sources, c'est un choix professionnel qui fait sens, on va dire. Ceux qui ont côtoyé Mark tout au long de sa vie disent de lui que c'est quelqu'un d'assez réservé. Il n'a pas énormément d'amis et il préfère les soirées en petit comité plutôt que les sorties en boîte ou dans des pubs. C'est un homme de nature discrète qui est décrit comme très travailleur. On dit de lui qu'il est totalement dévoué à son travail et même s'il est plutôt discret, il n'est ni solitaire ni antipathique. Il rencontre Christine Weggery en 1978 lors d'une représentation théâtrale. À ce moment-là, tous les deux sont très jeunes. Christine a 17 ans et Mark est dans la petite vingtaine. Et c'est le coup de foudre. Christine est née en mai 1962 à Palmerston North au sein d'une famille modeste. Et comme Mark, elle a grandi dans un foyer aimant avec beaucoup de valeurs telles que le travail, l'honnêteté et la famille. Christine et Mark se fréquentent quelques années, ils se fiancent en 1982, puis ils se marient l'année suivante. En 1986, ils achètent une belle maison à Palmerston North, dans un quartier résidentiel de la ville, et Mark devient rapidement le propriétaire d'un petit terrain agricole d'élevage de bétail. C'est une vie plutôt tranquille, Mark travaille sur son terrain la journée, tandis que Christine s'occupe de la maison et elle travaille ponctuellement en ville. Elle occupe des postes de bureau de secrétaire ou d'assistante. C'est un mariage très heureux d'après tous leurs proches. Le seul hic, c'est qu'ils ont du mal à avoir un enfant. Mais en 1992, Christine tombe enfin enceinte. Elle donne naissance à leur fille Amber Grace en juin 1993 et autant vous dire que c'est le bonheur pour les Lundy. Christine arrête de travailler pour s'occuper à temps plein de sa fille et de son foyer, tandis que Mark gère sa petite exploitation agricole. Pour vous parler un peu de Christine et de son caractère, tous ceux qui l'ont connue disent d'elle que c'est une femme douce et attentionnée. Elle est chaleureuse et dévouée à sa famille et même si ses voisins l'aperçoivent comme une personne réservée, elle est très sociable avec ses amis et sa famille. Et elle est très aimante avec sa fille, Amber. La petite est tout le temps fourrée dans les jupes de sa mère. C'est simple, on ne les voit pas l'une sans l'autre. Vu de l'extérieur, les Lundy donnent l'impression de former une famille heureuse et stable. Et c'est le cas pendant plusieurs années. Mark et Christine créent même une entreprise de fabrication d'éviers de cuisine qui fonctionne très bien au départ. Mark gère toute la partie technique, les commandes, le démarchage commercial, tandis que Christine s'occupe de la comptabilité. Mais progressivement, l'entreprise rencontre quelques difficultés financières. Il y a moins de commandes et le couple a de plus en plus de créances en retard auprès de leurs fournisseurs. Et pour ne rien arranger, en 1999, Mark achète 2 parcelles de terre supplémentaires pour y cultiver du raisin, ce qui alourdit leurs dettes. Alors certes, l'agriculture c'est une activité stable dans certaines régions de Nouvelle-Zélande, mais elle peut également être extrêmement difficile, surtout pour les petites exploitations agricoles comme celle de Mark. Donc entre l'exploitation et l'entreprise, les dettes s'accumulent, à tel point qu'en 2000, ils ont déjà plus de 100 000 $ de dettes. Ça comprend les mensualités pour la parcelle de terre et les factures des fournisseurs. C'est énorme et ça pèse sur la famille, mais Mark pense qu'il peut s'en sortir en travaillant encore plus. Christine, de son côté, fait son maximum pour aider son mari. Elle reprend d'ailleurs ponctuellement une activité professionnelle à temps partiel
pour s'assurer une rentrée d'argent régulière. Mais les tensions sont parfois palpables. Et ce problème d'argent mine autant Mark que Christine, puisqu'ils veulent offrir une vie stable à leur fille Amber. Ils souhaitent qu'elle ne manque de rien. Amber, c'est une enfant pétillante et pleine de vie, qui est très fusionnelle avec sa mère et son père. Et pour vous le dire clairement, elle a un peu gâté. C'est l'enfant unique de Mark et Christine qui n'arrivent pas à avoir d'autres enfants. Mark a des problèmes d'obésité et de cholestérol. Il pèse environ 140 kg et Christine pèse environ 120 kg. Forcément, ça complique les choses. Mais malgré ça, leurs proches les voient mener une vie plutôt active. Ils sortent régulièrement ensemble, ils visitent leur famille, ils se rendent à des repas et des goûters ensemble et tous sont unanimes. Mark et Christine s'aiment et ils adorent leur fille. Le problème, et j'insiste dessus, mais vous comprendrez ensuite pourquoi, c'est que les soucis financiers de la famille prennent de plus en plus de place dans le couple. À tel point que Christine, qui ne dévoile habituellement jamais ses problèmes personnels à ses amis, leur en parle. Elle ne rentre pas dans les détails, mais elle leur explique que c'est de plus en plus compliqué à la maison. Mark a ce que l'on peut qualifier la main lourde sur l'alcool. Il n'est pas violent quand il boit de l'alcool, mais il est souvent pompette et les créances s'accumulent. Cela dit, il n'était absolument pas question de divorce. Au contraire, elle et Mark sont résolus à rester ensemble et à sauver leur entreprise, coûte que coûte. Et lorsque l'année 2000 démarre, Mark multiplie les déplacements professionnels dans toute la région et en dehors de la région pour obtenir des commandes pour son entreprise. Le mercredi 30 août 2000, vers 9 h du matin, le centre d'urgence reçoit l'appel d'un certain Glenn Wegerim. Glenn, c'est le frère de Christine et il est en état de choc. Il raconte qu'il vient de se rendre chez sa sœur et qu'il les a découvertes, elle et sa fille, s'étant mortes dans la maison. Christine était allongée sur son lit dans la chambre parentale et Amber gisait devant la porte de la chambre de ses parents. Elles étaient recouvertes de sang, surtout au niveau de la tête. C'est une vraie scène d'horreur. Il y a du sang du sol au plafond. Les secours arrivent sur place 10 minutes après et effectivement c'est un bain de sang. Les corps sont transportés à l'hôpital pour être autopsiés tandis que Glenn est interrogé par la police. Il raconte que son beau-frère Mark est en déplacement professionnel à la capitale depuis la veille au matin, d'où son absence. Glenn est passé chez sa sœur parce qu'il devait récupérer des papiers administratifs et lorsqu'il est arrivé, la porte n'était pas fermée à clé. Il est entré, mais il a cherché sa sœur dans toute la maison et c'est de cette façon qu'il est tombé sur les corps. Et autant vous dire que c'est le choc dans le quartier. On parle quand même du meurtre sauvage d'une mère et de sa fille de 7 ans. On n'a pas encore les résultats de l'autopsie, mais à première vue, elles ont été massacrées. Leur crâne et leur visage étaient littéralement défoncés. Au même moment, Mark, qui est sur le chemin du retour, tente de joindre sa femme à plusieurs reprises. Pas de réponse. Entre-temps, des amis l'appellent et lui demandent de revenir le plus vite possible chez lui. Il arrive à Palmerston North. Quelques heures après, il est accueilli par des dizaines d'agents de police qui lui apprennent la mort de sa famille. Et d'après plusieurs témoignages, il est complètement anéanti. Il s'effondre même en pleurs. Et d'après d'autres témoignages, en revanche, il a l'air plutôt calme et il ne semble pas bouleversé par la situation. Alors, pour avoir une information, disons, la plus neutre possible, j'ai fouillé dans des vieux articles de presse et dans un article qui date du lendemain de la découverte des corps, il a indiqué que Mark était bouleversé quand il est arrivé chez lui et que la police lui a appris la nouvelle des meurtres de sa femme et sa fille. Toujours est-il qu'au départ, la police pense qu'il s'agit d'un cambriolage qui a mal tourné puisque l'une des fenêtres de la véranda au rez-de-chaussée a été forcée. Le domicile des Lundy est fouillé par les enquêteurs, mais étonnamment, rien ne semble avoir été volé hormis une petite boîte à bijoux à Christine. C'est en tout cas ce que constate Mark. Mais en dehors de cette boîte qui ne contient que quelques bijoux, rien n'a été volé. C'est peu, mais a priori, ça conforte la thèse du cambriolage qui a mal tourné. Les voisins sont interrogés, il s'agit d'un quartier résidentiel avec des maisons proches les unes des autres, dans une zone relativement calme. Donc dans la mesure où les maisons sont à une dizaine de mètres les unes des autres, peut-être que quelqu'un a vu ou entendu quelque chose d'inhabituel. Et effectivement, des voisins ont remarqué une vieille voiture jaune dans le secteur la veille vers 19h15 et un Mitsubishi marron vers 3h50 dans la nuit du 29 au 30 août. Mais impossible de se rappeler de la plaque d'immatriculation. Il y a un témoignage intéressant, cela dit. Celui d'une voisine qui roulait près du domicile de la famille Lundy aux alentours de 19h12 le 29 août. Margaret Dance déclare qu'elle a aperçu ce qu'elle pensait être une femme grande de taille faire un jogging vers la maison des Lundy, mais il pourrait aussi s'agir d'un homme. Elle n'a pas vu son visage, mais cette personne avait des cheveux bouclés blonds et elle se dirigeait vers une voiture bleue. Et point important, Margaret Dance est médium, ou en tout cas elle pense posséder des pouvoirs,
Cela dit, elle assure qu'elle n'a pas utilisé ses pouvoirs pour son témoignage. Et en dehors de ces témoignages, personne n'a rien vu. Concernant Christine et sa fille, les voisins les ont vus rentrer vers 18h la veille. C'est l'heure à laquelle Amber rentre de l'école en général et il n'y avait rien d'inhabituel dans leur comportement. Après ça, elles ne sont pas ressorties de chez elles et des voisins assurent qu'ils ont vu des lumières dans la maison jusqu'aux alentours de 23h, ce qui suppose que c'est l'heure à laquelle elles sont parties dormir. Quant à Mark, plusieurs voisins déclarent qu'ils l'ont bien vu sortir de chez lui la veille pour son déplacement professionnel. C'était très tôt le matin et après ça, il n'a pas été revu jusqu'à la découverte des corps, ce qui confirme les déclarations qu'il a faites. L'autopsie est réalisée le lendemain de la découverte des corps, le médecin remet son rapport et comme on pouvait s'en douter au vu du bain de sang, c'est très violent. Christine présente 9 blessures au front et au visage, des coups d'une extrême violence. Ces blessures ont été infligées avec un objet contondant, probablement le manche d'un couteau ou d'une hache, et la cause de la mort est un traumatisme crânien. Elle présente de nombreuses blessures et lacérations au bras, ce qui suppose qu'elle a tenté de se défendre. Elle a été tuée sur son lit et le corps n'a pas été déplacé, donc elle a sans doute été surprise en plein sommeil. D'ailleurs, on l'a retrouvée nue sur son lit, cela dit, elle n'a pas été agressée sexuellement. La petite Amber a reçu 3 ou 4 coups à la tête, très violent comme sa mère et également avec un objet contondant, donc sans doute avec la même arme. Elle a été retrouvée face contre terre devant la chambre de ses parents et c'est à cet endroit que son meurtre s'est produit. Ce que ça suggère, c'est qu'elle a sans doute entendu sa mère être tuée, elle s'est levée pour voir ce qu'il se passait et lorsqu'elle a vu l'agression de sa mère, elle a tenté de se sauver mais elle a été rattrapée et attaquée. Et comme sa mère, elle n'a pas été agressée sexuellement. Et concernant l'heure de leur meurtre, le médecin a estimé qu'elles ont été tuées aux alentours de 19h10. Il s'est basé sur le bol alimentaire des victimes. Christine a acheté des menus chez McDonald's à 17h43 et d'après leur bol alimentaire, elles sont mortes 1 heure après avoir mangé. Donc il estime qu'elles ont été tuées vers 19h. Alors ça, c'est un détail très important qui va jouer un rôle crucial dans cette affaire. Donc gardez-le bien en tête. Pour en revenir à l'enquête, lorsque la police a perquisitionné le domicile des Lundy, ils ont également analysé l'ordinateur fixe de la famille. Et d'après l'activité du PC, il a été éteint à 22h51. Donc si Christine a éteint son ordinateur à 22h51, elle n'est pas morte aux alentours de 19h. Et puis souvenez-vous que des voisins ont vu de la lumière dans la maison jusqu'à 23h environ. Bon, encore une fois, l'heure dans le rapport d'autopsie, c'est une estimation basée sur le bol alimentaire. Dans la mesure où Christine a acheté leur menu peu avant 18h et qu'elles sont rentrées chez elle à 18h, on suppose qu'elles ont mangé peu après 18h. Et comme elles ont été tuées 1 heure après avoir mangé, le médecin estime que c'est 19h, 19h15. Mais elles pourraient très bien avoir mangé plus tard, ce qui expliquerait que Christine a utilisé son ordinateur jusqu'à 22h51. Et encore une fois, gardez ce détail en tête, puisque c'est l'un des points fondamentaux dans toute cette affaire. Pour en revenir au rapport d'autopsie, les meurtres sont quand même très violents pour un cambriolage qui aurait mal tourné, non? Et puis, Christine a été tuée dans son lit. Donc quoi? Le cambrioleur pénètre dans la maison, puis il se rend dans la chambre parentale et il massacre une mère et sa fille de 7 ans pour voler une petite boîte à bijoux qui de toute façon ne contenait pas grand-chose. On a envie de dire tout ça pour ça. Le taux de criminalité à Palmerston North est relativement modéré à cette époque en Nouvelle-Zélande. Il est même globalement plus faible par rapport à d'autres pays. Il y a bien sûr des meurtres et des viols comme tous les pays du monde, mais ce sont surtout des crimes liés à la drogue, ou alors des cambriolages. Des cambriolages durant lesquels on cambriole vraiment. Et là, ce n'est pas le cas, la maison n'a pas été cambriolée à proprement parler. Mais c'est pour le moment la seule piste des enquêteurs. Et tandis qu'ils diffusent des appels à témoins, Christine et Amber sont enterrés le 6 septembre. De nombreux habitants de Palmerston North se déplacent pour soutenir la famille et rendre un dernier hommage aux 2 victimes qui étaient très appréciées dans la ville. Mark apparaît complètement abattu et bouleversé, si bouleversé qu'il est soutenu par des amis pour ne pas qu'il s'effondre au sol. Cet homme a tout perdu, en plus de faire face à de grosses difficultés financières. Mais rapidement, la rumeur court à Palmerston North. Quelques semaines seulement après les meurtres, les habitants de la région commencent à se demander si Mark n'aurait pas quelque chose à voir avec ces meurtres. Rien n'a été volé dans la maison hormis une vieille boîte à bijoux sans réelle valeur. Et puis la façon dont Christine et Amber ont été tuées, c'est tellement violent que ça paraît personnel. C'est comme si Christine était visée et la petite Amber se serait retrouvée là au mauvais moment, au mauvais endroit. Elle a vu la personne qui a tué sa mère, elle est donc devenue un témoin à abattre. Et à moins de reconnaître
reconnaître le tueur dans l'obscurité, elle n'aurait pas été éliminée. Il s'agissait donc forcément d'un proche. C'est en tout cas ce que pensent les gens. Et les rumeurs sont telles que la police est contrainte de publier un communiqué dans lequel elle déclare que Mark est lui aussi considéré comme une victime dans cette affaire. Il n'a a priori rien à voir avec ces crimes. Mais progressivement, cette hypothèse émerge également dans la tête des enquêteurs. C'est vrai que cette histoire n'est pas claire et en creusant davantage dans la vie de la famille Lundy, ils découvrent que depuis quelques années, Mark et Christine faisaient face à d'énormes difficultés financières, des centaines de milliers de dollars de dettes. Mais ce n'est pas tout. Le 25 août, soit quelques jours avant les meurtres, Mark et Christine ont pris rendez-vous pour augmenter le montant de leur assurance vie. Ils voulaient signer pour une couverture d'assurance à 1 million de dollars. Ça, c'est quand même troublant. Cela dit, d'après l'assureur, la procédure n'a pas été finalisée puisque, compte tenu des problèmes d'hypertension et de poids de Mark, le montant des mensualités aurait été trop élevé. Donc, Mark n'a pas donné suite. Ce qui signifie que Mark ne touchera pas le nouveau montant à la suite du décès de sa femme. Mais pour les enquêteurs, ça reste troublant. Est-ce que Mark aurait été capable de tuer sa femme pour toucher son assurance vie afin de régler ses dettes ? Tout est possible. Mais sa propre fille de 7 ans, tout le monde est unanime dans l'entourage de la famille. Mark adorait sa fille, c'était son rayon de soleil. Quand il partait en déplacement professionnel, il l'appelait tous les soirs avant de dormir, c'était leur petit rituel. Et puis Mark semble réellement traumatisé. Il a même déménagé chez son père et il n'ose plus revenir dans son quartier. Et puis il a un alibi solide au moment des meurtres. Il était à des rendez-vous professionnels sur la capitale, c'est à plus de 100 km de Palmerston North. La police a bien sûr vérifié ses déclarations grâce notamment aux témoignages et à son téléphone, et voilà ce qu'ils ont pu confirmer. Christine a déposé sa fille à l'école le matin du 29 août, puis elle est rentrée chez elle et elle et Mark se sont rendus dans un magasin de décoration pour y acheter 2 ou 3 trucs. Ils avaient chacun pris leur voiture, donc après avoir fait leurs emplettes, Mark a pris la route pour se rendre à la capitale, Wellington. Ça se trouve dans le sud de l'île et c'est à 150 km de chez lui. Il a assisté à des réunions liées à son travail entre 9h et midi et plusieurs témoins peuvent le confirmer. Entre midi et 16h, il a eu quelques rendez-vous professionnels à Wellington et dans la région et ses relevés téléphoniques confirment qu'il s'y trouvait. Peu après 16h, il a quitté Wellington et il s'est rendu dans la ville de Peyton pour louer une chambre dans un motel. Il avait prévu de passer une seule nuit au motel avant de reprendre la route pour Palmerston North le lendemain. Ses relevés d'appel indiquent qu'il a appelé sa femme et sa fille à 17h38 et ils ont discuté ensemble quelques minutes. À 20h28, toujours depuis son motel, il a passé un appel à un partenaire commercial de son entreprise viticole et le lendemain matin, il a repris la route pour rentrer chez lui. Donc, a priori, Mark a un alibi en béton. Il n'était pas dans la région au moment des meurtres. Mais les enquêteurs ont un doute. Et puis, avec du recul, le comportement de Mark aux funérailles leur paraît excessif. Trop excessif. Il ne tenait pas debout, il gueulait, il était même soutenu par des amis. Et puis, l'argent, c'est un mobile, non? Cette histoire de dette. Mark et sa femme étaient tellement endettés qu'ils allaient certainement perdre leur petite entreprise et les parcelles de terre viticoles. D'ailleurs, la dernière échéance pour payer les pénalités de retard était le 30 août, le jour où Christine et Amber ont été découvertes. Ok, l'argent c'est un mobile, mais Mark n'a pas revalorisé l'assurance vie de sa femme. Il n'a pas touché cette somme. Et encore une fois, il a un alibi, solide en plus. Il est confirmé par des témoins oculaires, des documents professionnels et son relevé téléphonique. Et pourtant, le 23 février 2001, théâtre. 6 mois après les meurtres de Christine et Amber, Mark est interpellé et mis en examen pour le meurtre de sa femme et sa fille. Et là, c'est une onde de choc qui s'abat Palmerston North. Est-ce que Mark aurait été capable de tuer sa femme et sa fille à cause de leurs dettes? On parle d'une enfant de 7 ans sauvagement battue à mort. Et bien sûr, lorsqu'il est interpellé, Mark clame son innocence. Il n'a pas tué sa famille. Il aimait sa femme et sa fille. Et il a un alibi. Alors, qu'est-ce qui aurait pu motiver son arrestation? Eh bien, en fait, c'est une succession de petits détails troublants dévoilés après son arrestation. Tout d'abord, l'autopsie de Christine et Amber. Lorsque le médecin légiste avait analysé leurs blessures à la tête, il avait relevé des petites écailles de peinture laissées là par l'outil qui avait servi à les tuer. On parle soit du manche d'une hache ou soit du manche d'un gros couteau. Et lors de la perquisition du domicile de la famille, la police avait retrouvé des outils dans le hangar de Mark qui avaient les mêmes traces de peinture. Donc l'objet qui a été utilisé pour tuer Christine et sa fille provenait du hangar de Mark, ou du moins, cet objet était recouvert de la même peinture que celle utilisée par Mark. Ensuite, l'effraction du domicile. Vous vous souvenez qu'une fenêtre avait été forcée, et c'est pour cette raison que la police avait tout de suite pensé à un cambriolage.
Eh bien, d'après les enquêteurs, la fenêtre a en fait été forcée de l'intérieur, puisqu'on a retrouvé des traces de sang de Christine sur les rebords intérieurs. D'après eux, celui qui a commis les meurtres a tenté de mettre en scène un cambriolage, mais comme il a fracturé la fenêtre après les meurtres, il a laissé du sang sur les rebords. Autre détail, lorsque Marc était rentré de son déplacement professionnel le 30 août, la police avait récupéré des affaires à lui dans sa voiture, notamment un polo que Marc avait dit avoir porté la veille, donc le jour des meurtres. Ce polo avait été envoyé en laboratoire pour être analysé et d'après le rapport, on y a retrouvé 2 traces microscopiques de tissu cérébral, une au niveau de la poche gauche de la poitrine et l'autre sur la manche gauche. Pour le moment, on ne parvient pas à déterminer s'il s'agit de cerveau humain ou de cerveau animal, mais Christine et Amber ont eu le crâne fracassé avec des projections de cervelle. On a également retrouvé des traces d'ADN de Christine sur le polo, mais impossible d'en connaître l'origine. Il pourrait s'agir de sang, comme il pourrait s'agir de mucus. Vous savez ce qu'on expulse quand on éternue. Ça reste assez circonstanciel, d'autant qu'on n'a pas retrouvé de traces de sang des victimes dans la voiture de Marc. Mais il y a d'autres éléments qui ont poussé les enquêteurs à penser que Marc pourrait être l'assassin. Vous vous souvenez du témoignage de cette voisine qui avait aperçu une personne grande de taille et corpulente près de la maison des Lundy le soir du crime? Après réflexion, est-ce que ce n'était pas le meurtrier qui portait une perruque blonde pour ne pas être reconnu? Cette personne se dirigeait vers une voiture bleue. Marc possède une voiture bleue. C'est une drôle de coïncidence quand même, non? Mais Marc a un alibi, n'est-ce pas? D'ailleurs, en parlant d'alibi, les enquêteurs ont découvert entre-temps que le soir du meurtre, à 23h30, Marc a fait appel au service d'une escort girl qui s'est rendue au motel et qui en est repartie vers 1h du matin. Marc a donc trompé Christine alors qu'il jure qu'il l'aimait. Ok, Marc est un gros cochon, pas de souci. Mais là encore, ça appuie son alibi. Ça prouve qu'il était effectivement au motel. Donc il ne pouvait pas être chez lui. Même disons que ça donne une sale image de lui. Marc, le mari aimant, le père dévoué, faisait en fait appel à des prostituées quand il était en déplacement professionnel. Et pas seulement lors de ses déplacements professionnels, puisqu'un mois à peine après les meurtres, Marc a encore une fois eu recours au service d'une prostituée. Autant pour la prostituée le soir des meurtres, ça passe, puisque Marc n'était pas censé savoir qu'il y avait meurtre, mais autant là, c'est quand même difficilement défendable. Quelle image ça donne de toi? Bon, c'est pas une preuve en soi, encore une fois, on est d'accord, mais ça donne l'image d'un homme qui n'était pas vraiment en deuil. Et donc qui aurait été capable de tuer sa femme et sa fille. Pour le ministère public, les preuves sont suffisantes. Marc est officiellement inculpé pour le meurtre de sa famille, mais il y a toujours ce fameux détail de l'alibi qui cloche. Comment Marc aurait fait pour se trouver à 2 endroits différents en même temps? Le motel où il a passé la nuit se trouve à plus de 130 km de chez lui, ça a environ 2 heures en voiture. Bon, là les gars, ça va devenir assez technique, donc concentrez-vous. Et j'espère que je ne vais pas vous perdre. D'après les informations vérifiées par les enquêteurs, Marc a appelé sa femme à 17h38. Et son téléphone a borné à Peyton, au motel. Puis il a appelé un contact commercial à 20h28, et là encore il a borné à Peyton. Puis il a appelé l'escort girl à 23h30, toujours depuis le motel. Entre 17h38 et 20h28, on ne sait pas ce qu'il a fait. Marc déclare qu'il devait certainement lire un livre dans sa voiture, mais il ne s'en souvient pas. Et dans la mesure où il ne s'est pas servi de son téléphone pendant ces 3 heures, il est impossible de le géolocaliser pour confirmer ses déclarations. Donc il aurait très bien pu rentrer chez lui, tuer sa famille et retourner au motel. Et ce point est également important parce que d'après les articles que j'ai lus, en 2000, lorsqu'un téléphone est utilisé pour appeler ou envoyer un message, il est géolocalisable. Il envoie un signal à un point relais. Si le téléphone n'est pas utilisé mais qu'il est allumé, il est également géolocalisable. Mais s'il est éteint, il n'est plus géolocalisable. Donc d'après cet article, dans la mesure où on n'a pas pu géolocaliser le téléphone de Marc durant ce laps de temps de 3 heures, il était éteint. Bon, encore une fois, c'est en théorie, puisque cette technologie n'était pas encore au point en 2000. Et si on suit cette logique, si Marc a éteint son téléphone à ce moment-là, c'est qu'il cherchait forcément à ne pas être géolocalisé, parce qu'il se rendait chez lui pour commettre les meurtres. Toujours d'après l'enquête, le véhicule de Marc n'avait pas de plein d'essence lorsqu'il est rentré chez lui le 30 août, alors qu'il avait fait un plein la veille. Et entre Peyton et son domicile, il y a plus ou moins 2 heures de trajet, ce qui n'est pas équivalent à un plein. Donc s'il est rentré sans son plein, c'est qu'il a roulé beaucoup plus la veille. Il a donc fait l'aller-retour pour tuer sa famille. D'après un témoin, lorsque les enquêteurs avaient parlé à Marc de son plein d'essence qui n'était plus plein, Marc lui aurait confié qu'on lui avait siphonné une partie de son essence quand il était à Peyton, d'où l'absence du plein. Le problème, c'est que le réservoir de Marc a un dispositif anti-vol. Donc si on n'a pas volé l'essence de Marc, comment a-t-il utilisé toute cette essence?
Pour le ministère public, c'est durant ce laps de temps de 3 heures que Marc est rentré chez lui et qu'il a tué sa femme et sa fille. Puis il est retourné à Peyton pour appeler son contact commercial afin d'être géolocalisé là-bas. Alors, pour être tout à fait honnête, d'un point de vue technique, c'est difficilement faisable. Comment Marc aurait pu faire l'aller-retour et tuer sa femme et sa fille en 3 heures alors qu'il faut déjà plus ou moins 1h30 pour faire l'aller? D'après le ministère public, Marc a roulé très vite, certainement à 150 km/h, ce qui lui aurait effectivement permis de faire l'aller-retour en 1h50. Mais là encore, il y a un problème. 17h30, c'est l'heure de pointe en pleine semaine. 1h30, c'est le temps qu'il faut lorsqu'il n'y a pas beaucoup de trafic. Pour le ministère public, c'est faisable. Mais concernant l'ordinateur fixe de la maison alors, souvenez-vous qu'il a été éteint à 22h51. Si on part du principe que c'est Christine qui l'a éteint, alors elle est plutôt morte vers 23h, 23h30. Et là, Marc a un alibi en chair et en os puisqu'il était au motel avec la prostituée, Belinda de son petit nom. Le ministère public a une explication. C'est Marc qui a changé l'heure dans l'observateur d'événements de l'ordinateur après avoir tué sa femme et sa fille pour brouiller les pistes. Alors sur ce point, je vais quand même apporter une petite précision. Je travaille dans l'informatique et je ne pense pas qu'on puisse modifier l'historique des activités enregistrées par Windows ou Linux, comme l'heure à laquelle on allume ou on éteint un ordinateur. Pour les Mac, je ne sais pas parce que j'ai pas fait beaucoup de dépannage sur des Mac, mais je pense que ce dont on accuse Marc plutôt, c'est soit d'avoir modifié l'heure sur l'ordinateur, soit d'avoir touché le registre des fichiers. Et le but était de faire croire que quand l'ordinateur a été éteint, il n'était pas, mettons, 19h, mais plutôt 22h51. Maintenant, si des collègues informaticiens passent par là, n'hésitez pas à nous éclairer. Et concernant les lumières dans la maison que des voisins ont vues aux alentours de 23h, bien écoutez, il n'y a pas d'explication pour le moment. Vous l'aurez compris, pour le ministère public, il y a suffisamment de preuves contre Marc, d'autant que le laboratoire qui a analysé les traces biologiques sur le polo de Marc rend un second rapport. Les morceaux de cervelle retrouvés sur le polo seraient d'origine humaine. La technique utilisée par cet expert n'est pas encore au point puisqu'on est en 2000 à ce moment-là, mais il s'agirait de traces d'origine humaine d'après lui. Donc s'il s'agit de traces de cervelle humaine, ça ne peut venir que de Christine et Amber. De qui d'autre? Marc clame son innocence. Il répète qu'il n'aurait jamais fait de mal à sa famille. Oui, ils avaient des problèmes d'argent, mais ils s'aimaient. Ok, lui et Christine n'avaient plus de vie intime. Ok, il la trompait ponctuellement avec des escort girls, mais ils s'aimaient sincèrement. Et il adorait sa fille. Il ne lui aurait jamais fait le moindre mal. Et de toute façon, quel aurait été son mobile? Il ne pouvait pas s'enrichir avec l'assurance vie de son épouse, puisqu'il n'avait pas augmenté le montant. Donc quel aurait été le mobile? Au mois de juillet 2001, Marc Lundy est officiellement poursuivi pour les meurtres de Christine et Amber Lundy. La boucle est bouclée. Le procès de Marc Lundy s'ouvre le 4 février 2002 à Palmerston North. Près de 160 témoins sont cités par l'accusation et le procès doit s'étendre sur 5 semaines. Je vous rappelle rapidement les éléments présentés pour étayer la culpabilité de Marc. Tout d'abord, les traces de tissu cérébral de Christine retrouvées sur son polo. D'après le ministère public, l'analyse des tissus a conclu sans aucun doute raisonnable qu'il s'agit de tissus humains. Et c'est sans doute l'élément à charge le plus lourd dans ce dossier. Le comportement de Marc après les meurtres perçu comme suspect. Les enquêteurs ont interprété ses réactions comme suspectes lorsqu'il arrivait chez lui le 30 août. Il n'aurait pas montré d'émotion et idem pour les funérailles. Il aurait montré un trop plein d'émotions qui est assimilé à de la comédie. Les problèmes financiers dans le couple, on sait de sources sûres qu'ils avaient de très gros problèmes d'argent et qu'ils étaient endettés. Et la possibilité pour Marc de faire l'aller-retour en voiture pour tuer sa femme et sa fille le soir du crime. Du côté de la défense, ce qui est mis en avant, c'est la non-fiabilité des preuves scientifiques, notamment les supposées traces de tissu cérébral. La technique scientifique utilisée à ce moment-là n'est pas encore fiable. Et quand bien même il s'agirait vraiment du tissu cérébral de Christine, il y en a en quantité microscopique. Ce sont des traces qui auraient pu être déposées accidentellement par l'agent de police qui a saisi le pull. Il y a un autre point que j'ai envie d'évoquer, même si je trouve pas ça forcément pertinent, mais sait-on jamais, on a effectué un test de paternité sur Marc pour s'assurer qu'il était bien le père d'Amber. Et on a fait la même chose avec l'un de ses frères. Les résultats ont démontré que c'est bien Marc le père d'Amber, et je pense que si ces tests ont été effectués, c'était sans doute pour démontrer que Marc était capable de tuer Amber, puisqu'il n'était pas son père, parce que la petite a été massacrée, comme je vous l'ai dit, elle n'avait plus de visage carrément. Bon, au final, c'est bien son père, mais je vous avoue que j'ai pas bien compris le rapport avec le frère de Marc, donc il y a forcément quelque chose que j'ai dû louper dans tous les articles que j'ai lus, mais voilà, petite parenthèse fermée. Toujours est-il que parmi les témoins présentés par la défense, il y a la mère de Christine, et elle affirme que sa fille dormait généralement vers 23h. Elle ne se couchait jamais aux alentours de 19h, et dans la mesure où on a retrouvé Christine
Christine nue sur son lit, elle a forcément été attaquée quand elle dormait. Mais ça ne pouvait pas être vers 19h. Et ça, c'est un témoignage important, hein, puisque souvenez-vous que l'ordinateur de la maison a été éteint à 22h51 et qu'on a vu de la lumière en provenance de la maison vers 23h. Ce serait donc Christine qui a éteint l'ordinateur et les lumières, donc elle est morte après 23h. Et après 23h, Marc a un alibi palpable. Mais encore une fois, l'accusation affirme que Marc a trafiqué son ordinateur pour faire croire qu'il avait été éteint à 22h51. Et concernant le mobile alors, vous savez, l'assurance vie de Christine, c'est impossible puisque le document n'avait pas été signé. Et puis ce que l'on apprend durant le procès, c'est qu'un administrateur judiciaire a analysé l'entreprise de Marc après son arrestation et depuis quelques mois, le chiffre d'affaires redémarrait très positivement. Donc le mobile ne peut pas être financier. Autre point mis en avant par la défense, c'est l'objet qui a été utilisé pour tuer Christine et sa fille. Personne n'a jamais vu de hache ou de hachette chez les Lundy, que ce soit la famille de Marc ou celle de Christine. Et pour rappel, l'arme du crime n'a jamais été retrouvée. À l'issue du procès, le 20 mars, le jury se retire et après avoir délibéré pendant 7 heures, il rend son verdict. Marc est reconnu coupable des meurtres de sa femme et sa fille. Il est condamné à la réclusion à perpétuité avec une période de sûreté de 13 ans avant d'être éligible à la libération conditionnelle. Le juge augmente la période de sûreté à 17 ans. À la lecture du verdict et de la sentence, Marc est resté bouche bée, tandis que sa famille a poussé des exclamations de surprise. Une partie des amis de Marc l'avait lâché après son arrestation, mais la majorité de sa famille est restée près de lui et croit en son innocence. Après sa condamnation, Marc est envoyé à l'unité de haute sécurité de la prison de Linton à Manawatu. Il est placé sous surveillance anti-suicide, puis il est transféré à la prison de Paremo-Remo, qui est connue pour abriter des criminels de haut risque. Et dès le mois d'avril, il fait appel de son verdict. Son procès en appel s'ouvre à Wellington le 31 juillet 2002 et d'après ses avocats, il s'agit d'une terrible erreur judiciaire. Il se base sur les preuves scientifiques apportées durant le procès, notamment la supposée trace de cervelle sur le polo de Marc. Et durant cet appel, le ministère public demande quant à lui la prolongation de la période de sûreté de Marc. Durant ce procès, l'élément important qui est apporté par la défense, c'est un nouveau témoin, David Stanley. David est employé dans un club d'hommes à Peyton et il affirme que le soir du 29 août 2000, il a vu un homme assis dans sa voiture en train de lire un livre sur le front de mer de Peyton. C'était à la tombée de la nuit, donc il était aux alentours de 18h-19h, et c'est précisément l'heure durant laquelle Christine et Amber ont été tuées, d'après le médecin légiste. Ce soir-là, David n'avait pas vraiment fait attention à cet homme, mais lorsqu'il a vu le procès de Mark Lundy à la télévision, il a fait le lien. Il en avait parlé à l'un de ses collègues, mais il n'a jamais contacté les autorités. Donc Mark ne pouvait pas être chez lui à ce moment-là. Le 13 août, l'appel de Marc est rejeté et sa peine de sûreté est allongée à 20 ans. À la suite de ce verdict, Marc est retiré du testament de son épouse à la demande de la mère de Christine et c'est le frère de Christine, Clive, qui devient l'exécuteur testamentaire. Ce à quoi ne s'oppose pas Marc, mais il continue de clamer son innocence. L'un de ses meilleurs amis, Joe Jessup, a même créé une sorte de collectif pour enquêter sur le meurtre de Christine et Amber. Joe connaît Marc depuis 20 ans environ, il était également très ami avec Christine et selon lui, il faut rouvrir l'enquête puisqu'il y a trop d'incohérences dans le dossier d'accusation. Cela dit, Joe a toujours précisé un point, c'est que son collectif n'a pas été créé pour défendre l'innocence de Marc, mais il a plutôt été créé pour défendre la vérité. Donc il faut réenquêter d'après lui afin de savoir ce qu'il s'est vraiment passé le soir du 29 août 2000. En avril 2004, soit 2 ans après sa condamnation, Marc est transféré dans une prison de sécurité moyenne élevée à Wanganui. Et cette décision n'a bien sûr pas plu à la famille Wegeri qui estime que Marc est coupable et dangereux. En mars 2005, un documentaire est réalisé sur cette affaire, What's Your Verdict, qui signifie quel est votre verdict. Le but de l'émission, c'est de reconstituer le procès grâce aux images du vrai procès et de demander ensuite le verdict à un public de 12 personnes qui jouent le rôle du jury. C'est une émission qui est assez controversée en Nouvelle-Zélande, mais qui est très appréciée également. Et à l'issue du procès reconstitué, seuls 3 des jurys ont conclu que Mark Lundy était coupable. De quoi mettre le doute dans la tête de ceux qui étaient convaincus de sa culpabilité jusqu'à présent. D'après les producteurs de l'émission, le but n'est pas de discuter de la culpabilité des accusés dans ce programme télé, le but c'est plutôt de montrer à quel point il est difficile pour des jurés de prendre une décision. Mais il est vrai qu'après cette émission, un peu plus de 10% des gens qui pensaient Mark Lundy coupable ont revu leur jugement. Et ça a renforcé la conviction de ceux qui le pensaient déjà innocent. Et c'est le cas d'un riche homme d'affaires néo-zélandais, Geoff Levick. En janvier 2008, Geoff Levick propose une récompense de 100 000
$1000 à quiconque fournira aux autorités des informations permettant la libération de Mark Lundy. Depuis 3 ans, lui-même enquête sur cette affaire et il est convaincu de l'innocence de Mark. Selon lui, c'est un drogué qui aurait tué Christine et Amber à la demande d'un homme d'affaires à qui Mark devait de l'argent. C'était une sorte d'avertissement, le drogué ne devait pas les tuer mais plutôt les agresser, la situation a dégénéré. Là, vous vous demandez certainement sur quoi sont basées ces affirmations. Sur ses propres recherches, mais on en saura davantage un peu plus tard, donc patience. En juin 2009, Mark Lundy dépose un second appel. Il a changé d'avocat entre-temps, et les points qui seront abordés lors du second appel sont les mêmes que ceux du premier appel. Et en préparation de cet appel, le journal étudiant de l'université Victoria de Wellington prévoit de reconstituer la course en voiture qu'aurait fait Mark le soir des meurtres. Le but c'est de savoir si c'est possible, puisque souvenez-vous que sans ce trajet, Mark ne peut pas avoir commis les meurtres. Mais l'annonce de l'événement provoque une telle polémique qu'il est finalement annulé. Et en février 2010, alors que la défense de Mark prépare son appel, le programme télé Beyond the Darklands diffuse un numéro sur cette affaire. Les avocats de Mark avaient tenté de retarder la diffusion de ce programme pour éviter que ça interfère avec leur demande de procès en appel. Mais la chaîne avait refusé de reporter l'émission. Le 9 octobre 2010, la cour d'appel rejette la demande d'appel de Mark Lundy. Mais en novembre 2012, ses avocats déposent un nouvel appel auprès du comité judiciaire du Conseil privé de Londres. Le Conseil privé, c'est une institution britannique, mais il constitue le tribunal d'appel pour 27 juridictions, dont la Nouvelle-Zélande. Si le Conseil privé accède à la demande de Mark, il pourra enfin obtenir un procès en appel. Vous vous souvenez là de nos cours sur le Commonwealth, tout ça. Et pour ceux qui se posent la question, les démarches sont financées par le groupe de soutien créé par l'ami de Mark. En février 2013, la réponse tombe. Le Conseil privé de Londres accepte que la défense de Mark Lundy défende sa cause à Londres en juin. Alors ça ne signifie pas encore qu'il aura le droit à un procès en appel, mais cette décision provoque beaucoup d'émoi en Nouvelle-Zélande. Et lors de l'audience en juin, coup de théâtre, la défense présente le rapport du neuropathologiste qui avait analysé les traces de cervelle sur le polo de Mark en 2000. Et ce qu'il avait indiqué, c'est que les échantillons étaient beaucoup trop dégradés pour déterminer qu'il s'agit de tissus humains. Vous vous souvenez que le ministère public avait affirmé le contraire lors du procès, et c'est même ce qui avait fait pencher la balance. D'ailleurs, le sergent qui avait enquêté à l'époque n'avait pas fourni ce rapport à la défense. Le sergent Grantham avait même signé un document au tribunal dans lequel il affirmait que tous les éléments pertinents avaient été remis à la défense. Ça, c'est grave, très grave même. Autre point évoqué lors de la mort. Le médecin légiste s'était basé uniquement sur le bol alimentaire pour déterminer l'heure du décès, à savoir entre 19h et 19h15. D'après un expert présenté par la défense, son rapport n'est pas fiable puisqu'il n'a pas mesuré la température des corps ni vérifié la rigidité cadavérique. D'ailleurs, son estimation se base également sur son opinion personnelle puisqu'il a estimé que Christine et sa fille avaient mangé vers 18h, 18h30. Maintenant, concernant le deuxième point crucial dans cette affaire, l'heure à laquelle on a éteint l'ordinateur. Est-ce que Mark a trifouillé le registre des fichiers afin de faire croire que l'ordinateur avait été éteint à 22h51. Et bien d'après un expert informatique présenté par la défense, il y avait en fait un virus dans l'ordinateur des Lundy chopé un mois plus tôt via un email infecté et c'est ce qui a mis un peu le bazar dans le registre des fichiers. Donc Mark n'a pas modifié l'heure. D'après les avocats de Mark, tous ces éléments pourraient constituer une erreur judiciaire. À l'issue de l'audience, le conseil privé a 3 choix possibles. Rejeter l'appel, ordonner un nouveau procès ou renvoyer l'affaire devant la cour d'appel. Le 7 octobre 2013, il rend son verdict. La condamnation de Mark est annulée. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Nouvelle-Zélande. 11 ans après sa condamnation, il aura droit à un nouveau procès. C'est une victoire pour Mark, mais pas seulement. Vous vous souvenez de Geoff Levick, cet homme d'affaires qui est prêt à verser une prime à quiconque apporterait des informations à décharge? Geoff a longuement enquêté de son côté, comme je vous l'avais dit. Et ce qu'il a découvert, c'est qu'en 2000, les enquêteurs avaient en fait 60 suspects dans leur liste. Et parmi eux, 5 suspects n'ont jamais été complètement écartés par la police. Les autres suspects avaient été écartés parce qu'ils avaient un alibi à 19h, heure selon laquelle Christine et sa fille ont été tuées. Or, d'après la défense, elles ont été tuées après 22h51. Et à ce moment-là, Mark avait un alibi impossible à démonter. Il était avec la prostituée. Autre point, et pas des moindres les gars, on apprend que le ministère public n'a pas fourni une autre information capitale à la défense lors du procès de 2002. Lors de la perquisition du domicile des Lundy, la police avait relevé 7 empreintes digitales et une empreinte palmaire qui ne correspondent pas aux empreintes de Mark ni à personne dans l'entourage familial des Lundy. Ça fait beaucoup de documents non remis à la défense quand même, non ?
Le 11 octobre, Mark Lundy est libéré de prison sous caution dans l'attente de son nouveau procès. Il s'installe chez des proches à une adresse tenue secrète, mais a priori c'est chez sa sœur et son beau-frère dans la ville de Topo. Et cette nouvelle est très mal accueillie par le voisinage et par la famille de Christine évidemment. Le premier réflexe de Mark, c'est de se rendre au cimetière visiter les tombes de son père qui est mort durant son incarcération et de sa femme et de sa fille. Et là encore, c'est très mal perçu. Toujours est-il qu'une audience préliminaire s'ouvre en février 2014 et devant la complexité des preuves qui seront présentées lors du procès en appel, il est reporté à l'année suivante. Il s'agit du procès le plus attendu de l'année. Toute la Nouvelle-Zélande ne parle que de ça et il s'ouvre finalement en février 2015 à Wellington. Bon, je ne vais pas vous détailler tous les arguments sur lesquels se base l'appel. Il y en a 3, je vous en ai déjà parlé. C'est la non-divulgation par la police et le ministère public des documents clés à la défense, la fiabilité scientifique, notamment sur les traces de cervelle sur le polo de Mark, et l'analyse et l'estimation de l'heure des décès qui est déterminante. Mais pas de panique puisque cette fois, le ministère public estime que Christine et Amber ont été tuées dans la nuit du 29 au 30 août, aux environs de 3 h du matin. Et à ce moment-là, Mark n'a pas d'alibi. Le ministère public présente également un nouveau témoignage, celui d'un ancien codétenu de Mark qui affirme qu'il aurait avoué que sa fille l'avait surpris en train de tuer sa mère. Bon, ce type de témoignage est souvent à prendre avec des pincettes. Voilà. La défense nie catégoriquement et durant le procès, il y a un nouvel élément qui est dévoilé. Un élément de taille. En 2002, lors de la perquisition du véhicule et du domicile de Glenn, le frère de Christine, la police avait recueilli des traces de sang qui correspondent à 83% et 88% à l'ADN de Christine et Amber. Ça, c'est quand même une bombe lâchée durant le procès. Et pour information, aucun article que j'ai lu n'en parlait avant l'année du procès en appel, donc j'imagine que cette information n'avait jamais été dévoilée par la presse avant. Ou alors j'ai loupé cette partie, mais honnêtement, je pense pas l'avoir loupée parce que j'ai passé des heures et des journées à lire tous les articles par ordre chronologique. Et cette histoire-là du sang de Glenn, elle n'apparaît que durant le procès en appel. Il y a une autre information importante qui est dévoilée pendant le procès. C'est que l'ancienne colocataire de Glenn avait été interrogée par les enquêteurs lors de la découverte des corps. Elle leur avait confié qu'elle avait vu du sang sur l'une des serviettes de Glenn dans leur salle de bain, le jour de la découverte des corps. En revanche, on n'a jamais retrouvé du sang des victimes dans le véhicule de Mark. Et compte tenu du bain de sang dans la maison, ça peut paraître étrange si c'est vraiment lui le coupable. Après, pour Glenn, faut pas oublier que c'est lui qui a découvert les corps, donc il a forcément été en contact avec le sang de sa nièce et sa sœur. Cela dit, d'après des photographies de Glenn, les jours suivant les meurtres, il avait une éraflure sur le nez, inexplicable. D'après la défense, c'est lié au meurtre, justement. La théorie des avocats de Mark Lundy, c'est que Glenn est le véritable meurtrier. Et son mobile ? Glenn aurait eu des comportements inappropriés avec Amber et Christine l'aurait découvert. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas lu tous les comptes rendus de ce procès puisque ça tournait essentiellement autour des preuves scientifiques, à savoir les traces de cervelle sur le polo de Mark. Il y a eu une sorte de bataille d'experts pour savoir si oui ou non il s'agit de traces d'origine humaine. Et si c'est le cas, est-ce que les échantillons ont pu être déposés accidentellement par les policiers qui avaient récupéré le polo? Et dites-vous que les échantillons ont été envoyés dans plusieurs pays, dont les États-Unis et l'Allemagne pourraient être analysés. Les experts du ministère public ont estimé que ces échantillons correspondent à l'ADN de Christine avec une très forte probabilité et qu'il s'agit d'un morceau de son système nerveux. De leur côté, les avocats de la défense ont fait valoir que le polo de Mark avait mal été conservé par la police et qu'il y avait sans doute eu un transfert accidentel. Et c'est d'ailleurs ce qui expliquerait la toute petite quantité qu'on y a trouvée. Le 1er avril 2015, après 2 jours de délibéré, Mark Lundy est reconnu coupable du meurtre de sa femme et de sa fille pour la seconde fois. Et durant la lecture du verdict, il est resté muet. La famille de Christine a quant à elle fait savoir qu'elle était satisfaite de ce nouveau verdict de culpabilité. Et pour l'opinion publique, ce verdict marque une étape décisive dans une affaire qui a captivé et divisé la Nouvelle-Zélande pendant des années. Petite parenthèse, même si ça reste un détail dans cette affaire, toute cette procédure a coûté plus de 3 millions de dollars aux contribuables. Et pour vous donner un peu le ressenti général à ce moment-là, c'est le soulagement. Le soulagement pour les autorités. En fait, un verdict de non-culpabilité aurait été très compliqué à encaisser pour les autorités, puisqu'en 2015, il y a déjà 2 erreurs judiciaires qui viennent d'éclater, les affaires Tena Pora et David Brain. Et ces scandales ont mis en lumière la pression exercée sur les autorités pour éviter de nouvelles controverses. Toujours est-il qu'après sa condamnation, Mark Lundy fait savoir qu'il fera de nouveau appel. Et cette fois, la défense se concentrera sur la validité des preuves scientifiques, à savoir les traces d'origine humaine retrouvées sur son polo.
polo. Le procès est prévu pour le mois d'octobre 2017, ce qui laisse 2 ans et demi à ses avocats pour préparer le procès. Et en attendant, Marc est renvoyé en prison. Au mois de juillet et août 2017, donc quelques mois avant le procès, il fait publier par le biais de sa famille 3 lettres sur le site internet géré par son comité de soutien. Dans ces lettres, il plaide sa cause, bien sûr. Ce qu'il dit en substance, c'est que les enquêteurs de l'époque n'ont pas toujours transmis des informations fiables au ministère public ou à la défense, ou en tout cas les informations étaient partielles ou biaisées, ce qui a forcément induit le jury en erreur. Lors du procès en appel au mois d'octobre, la défense centre son argumentation sur l'analyse utilisée pour identifier les taches sur le polo de Marc. On ne va pas tout reprendre parce que je pense que vous avez compris de quoi il est question. Bref, d'après la défense, la méthode utilisée à l'époque était beaucoup trop récente pour être présentée devant un jury. Marc aurait en quelque sorte servi de cobaye, mais les arguments de la défense ne convainquent pas la cour puisqu'à l'issue du procès, l'appel de Marc Lundy est rejeté. La cour reconnaît que l'analyse des traces sur le polo n'aurait pas dû être admise comme preuve, mais elle juge que ça n'a pas conduit à une erreur judiciaire. Marc aurait été condamné malgré ça, d'après la cour bien sûr. Et toujours d'après la cour, le procès a été équitable. Sa peine de réclusion à perpétuité reste inchangée. Après le verdict, Marc fait savoir qu'il prévoit de demander à la Cour suprême d'examiner son affaire. Et en mai 2019, la Cour suprême accepte le recours de Marc Lundy. Lors de cet appel, il sera uniquement question de l'admissibilité des preuves relatives aux traces sur le polo. Et le reste ne sera pas évoqué. Et pour info, c'est la tentative de la dernière chance pour Marc. L'audience a lieu en août de la même année et au mois de décembre, la Cour rend sa décision. La Cour suprême rejette sa demande à l'unanimité. Cette décision marque la fin du processus légal pour Marc Lundy. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette affaire criminelle a profondément choqué la Nouvelle-Zélande. Et malgré son dénouement juridique, elle continue de fasciner et de susciter des débats passionnés en Nouvelle-Zélande. Elle a donné lieu à de nombreuses émissions et à plusieurs podcasts, et l'un des plus connus est sorti en septembre 2020. Il s'intitule A Moment in Crime. Il est animé par Anna List, qui est une journaliste spécialisée en affaires criminelles, mais j'ai pas encore eu l'occasion de l'écouter. Cela dit, j'espère le faire prochainement. Toujours est-il qu'en août 2022, après presque 20 ans d'incarcération, Marc Lundy soumet finalement une demande de libération conditionnelle puisqu'il a purgé l'intégralité de sa période de sûreté. Sa demande est refusée. Marc a un plan de réintégration pour sa sortie. Il souhaite se lancer dans la création d'horloges en bois. Il a développé un lien avec l'église anglicane en prison. Il a des amis, de la famille à l'extérieur. Il est décrit comme un prisonnier modèle, mais il maintient son innocence. D'après la commission de libération, s'il ne reconnaît pas sa culpabilité, il reste un danger pour la société. Alors, petite parenthèse, puisque je suis tombée sur cette information après mon tournage. En 2022, la commission d'examen des affaires criminelles de Nouvelle-Zélande a accepté d'examiner le cas de Marc Lundy. Et pour info, parce que c'est quand même utile de le savoir, je pense, la Criminal Case Review Commission est un organisme indépendant chargé d'examiner les potentielles erreurs judiciaires. Cet organisme intervient lorsqu'une personne condamnée estime avoir été victime d'une erreur judiciaire. La commission peut enquêter sur de nouvelles preuves ou des irrégularités dans le procès initial, et si elle juge que le cas mérite une révision, elle peut le renvoyer devant une cour d'appel. Ce type d'institution existe dans plusieurs pays comme le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande, et le but c'est de renforcer la confiance dans le système judiciaire. À ce jour, la CCRC n'a pas encore rendu sa décision dans l'affaire Marc Lundy. Donc affaire à suivre. En mai 2023, il soumet une seconde demande de libération conditionnelle et là encore, la commission s'oppose à sa sortie parce qu'il maintient son innocence. Marc déclare qu'il mourra en clamant qu'il n'a pas tué sa femme et sa fille et que s'il l'avait vraiment fait, il aurait plaidé coupable depuis longtemps afin de s'assurer une libération conditionnelle plus tôt. Il est aujourd'hui âgé de 69 ans et il pourra de nouveau soumettre une demande de libération conditionnelle à partir de cette année. Voilà tout pour l'histoire de Marc Lundy. Cet homme qui clame son innocence et qui est accusé d'avoir tué sa femme et sa fille une nuit d'août 2000. He doesn't show any remorse. He doesn't believe that he has done it. So there's no emotion. So yeah, it's just unbelievable. Bon les gars, j'espère que vous êtes toujours là, que vous avez regardé l'entièreté de la vidéo parce que l'inverse me vexerait. Dites-vous que j'ai lu tous les articles du New Zealand Herald sur cette affaire et il y en a des centaines depuis 2000. J'y ai passé des journées entières, mais je voulais vraiment ne louper aucun détail et j'espère avoir fait du bon travail. Alors, pour ma part, je ne suis pas convaincue de sa culpabilité, mais
je ne suis pas non plus convaincue de son innocence. Cela dit, il y a un point sur lequel je veux rebondir là tout de suite avant d'oublier, c'est, vous savez, l'histoire de la géolocalisation. Alors pour moi, ça n'a ni queue ni tête. Vous savez, là, ce laps de temps de 3 heures durant lequel le ministère public a dit que Marc avait éteint son téléphone pour retourner chez lui et tuer sa femme et sa fille. Alors quoi, Marc est au courant que son téléphone est géolocalisable, donc il préfère l'éteindre pour se rendre ensuite chez lui, tuer sa femme et sa fille, mais il n'a pas l'idée plutôt de laisser son téléphone allumé, mais en mode silencieux dans sa chambre d'hôtel au Peyton, ce qui aurait renforcé son alibi. Ça n'a pas de sens, les gars. Honnêtement, je trouve que ça n'a pas de sens, c'est un peu tiré par les cheveux. Bon, ce point-là, vraiment, moi, m'a littéralement saoulée parce que ça n'a pas de sens. Ensuite, le deuxième point qui m'a un peu saoulée, là, c'est cette histoire de l'ordinateur, de l'heure sur l'ordinateur. Donc, Marc aurait trafiqué les registres de fichiers dans son PC. Donc, quoi, Marc, en fait, c'est un technicien informatique et il ne nous l'avait pas dit avant. Là aussi, j'ai trouvé que c'était un peu tiré par les cheveux. En fait, pour moi, cette histoire, c'est faire rentrer des ronds dans des carrés, comme pour l'affaire que je vous glisse ici. L'affaire, d'ailleurs, comment s'appelait cette affaire? J'ai oublié le nom, mais de toute façon, je vous l'épingle, hein, comme ça vous vous en souviendrez. C'est une affaire italienne, vous vous souvenez, là, avec le sang sur les pédales de la bicyclette. Donc, la procureure avait dit que le gars avait changé la selle de la bicyclette pour la mettre sur une nouvelle bicyclette. Enfin bref, ça n'avait ni queue ni tête. Bah là, en fait, c'est pareil pour moi. Je suis pas convaincue de son innocence, mais disons que les arguments présentés à la barre n'ont pas de sens. Moi, le seul truc qui me ferait douter éventuellement, c'est l'essence qui n'était pas pleine et le fait qu'il se tape une prostituée un mois après les meurtres de sa femme et sa fille. J'ai trouvé que c'était un peu fort, ça, quand même. Maintenant, voilà, c'est la psychologie humaine est complexe. On ne sait pas comment les gens gèrent leur deuil, on ne sait pas comment ils gèrent leur détresse. Donc peut-être qu'il avait besoin de ça pour se confier, enfin je sais pas. Moi c'est vraiment le truc où je me suis dit putain le mec, wesh, ta femme et ta fille ont été massacrées et un mois après tu penses à ça. Encore une fois, c'est la psychologie humaine, les émotions humaines, donc ça je peux pas le juger en fait. Mais ces points-là m'ont saoulée et il y avait quoi d'autre qui m'avait saoulée? C'est l'heure de la mort. Donc quoi, on se rend compte finalement après coup que 19h ça colle pas, donc on dit non en fait elles sont mortes à 3h. Je sais pas, moi je pense que sur les éléments présentés, je l'aurais pas condamné. Par contre, j'aurais eu un doute sur sa culpabilité, mais je l'aurais pas condamné. Donc bon, vous faites-moi savoir en espace commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. Et franchement les gars, j'ai essayé de récolter tous les éléments possibles et imaginables. Je pense n'avoir rien loupé. Si j'ai loupé des trucs, vraiment ça m'embêterait parce que ça pourrait faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Mais j'espère vraiment, je pense, n'avoir rien loupé. Et je peux vous dire que mon dos est convaincu qu'on n'a rien loupé parce que je suis restée assise, là, mon corps de grosse daronne, il est resté assis sur mon canapé pendant des journées entières à lire tous les articles. Et c'était éreintant. Donc, j'espère, je croise les doigts pour n'avoir rien loupé. Enfin bref, ce que je vous propose, c'est que si cette affaire vous a intéressé à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.